rendre disponible ce webinaire à suivre pour support dans la saisie de votre rapport social unique. Donc, l'enregistrement a commencé et nous le mettrons à disposition sur le site. Donc, on choisira peut-être entre le meilleur des deux, hein, techniquement, entre celui d'aujourd'hui et du 14 juin. Voilà, donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de la présentation. Donc, vous dire que la campagne Rapport social unique 2020 est lancée depuis le 3 juin. Hein, l'application Données sociales est ouverte depuis le 3 juin avec la possibilité de saisir le rapport social unique. Nous avons adressé à l'ensemble des collectivités et établissements du département un courrier postal à l'attention de l'autorité territoriale. Ce courrier postal est parti le 7 juin dans vos collectivités. Donc, normalement, vous avez dû le recevoir. Et en complément, nous vous avons adressé un courriel le même jour, le 7 juin, un courriel, donc un mail au mail générique de la collectivité, au secrétariat et à l'ensemble des gestionnaires identifiés du bilan social 2019. Donc, ces courriels sont partis le 7 juin et ils vous donnaient le mode opératoire pour vous rendre sur l'application Données sociales avec la mention que votre SIRET et le mot de passe vous permettaient d'y accéder. On reviendra sur ces éléments à suivre, bien évidemment. La saisie a donc pu commencer à compter la réception de ce mail le 7 juin et nous laissons ouvert l'application jusqu'au 30 août. Donc, vous avez tout l'été pour pouvoir saisir votre rapport social unique. On sait que c'est un travail assez long, la raison pour laquelle l'application va rester ouverte jusqu'à cette date. Après, le rapport social unique doit être présenté au comité technique compétent. Donc, pour les collectivités qui sont rattachées au comité technique du centre de gestion, c'est-à-dire toutes les collectivités dont les effectifs sont inférieurs à 50 agents, le comité technique du centre de gestion se réunira le 28 septembre. Donc, nous, on le présentera le 28 septembre. Mais pour les collectivités qui ont leur propre comité technique, vous avez jusqu'au 30 septembre pour le présenter. Voilà. Donc, petit retour sur qu'est-ce que le rapport social unique. Il a été institué par la loi de transformation de la fonction publique, donc, et rentre en vigueur au 1er janvier 2021. Il se substitue au bilan social. Donc, c'est la même chose que le bilan social, mais avec un cadencement différent puisqu'il doit être dorénavant réalisé tous les ans et présenté tous les ans au comité social compétent, un futur comité social. C'est le décret du 30 novembre 2020 qui définit et qui pose les modalités d'application de ce rapport social unique né de la loi de transformation. Et ce décret mentionne que des dispositions transitoires auront lieu jusqu'en 2023. C'est-à-dire que les indicateurs, donc la loi de transformation, la volonté de créer ce RSU annuel, c'était d'avoir une harmonisation interfonction publique, État et hospitalière. Et donc, le temps d'harmoniser les indicateurs, le décret prévoit qu'il y a une phase transitoire jusqu'en 2023. D'où pour l'année 2020, pour ce RSU, donc là, on va traiter de l'année 2020. On est sur les mêmes indicateurs que le bilan social 2019. Il n'y a pas eu d'évolution pour ce RSU. Ce premier RSU est vraiment sur les mêmes données que le bilan social, donc pas de nouveauté. On est à l'identique. De dire que le rapport social unique comme le bilan social dresse une photographie à une date T, c'est-à-dire le 31 décembre 2020,
de la situation en ressources humaines d'une collectivité, d'un établissement public. Donc, c'est une photographie de la vie RH de votre collectivité et c'est une photographie qui peut vous permettre, qui doit vous permettre de rédiger vos lignes directrices de gestion. Donc, dans les lignes directrices de gestion, les 2 volets, hein, il y a le volet promotion et avancement de carrière des agents. Donc là, c'est un volet 2 que vous avez pu rédiger, à minima avec des documents transmis par le service carrière et une présentation récente au comité technique. Là, on va traiter le RSU va vous permettre de traiter la dimension plus stratégique et plus globale liée à la stratégie ressources humaines de la collectivité définie pour 6 ans. Donc là, on est sur le volet 1 des lignes directrices de gestion. Et le RSU peut servir à ça, est un support. Donc, qui doit remplir les lignes directrices de gestion? C'est toutes les collectivités qui emploient au moins un agent. Donc, au moins un agent fonctionnaire ou un agent contractuel, peu importe, un agent public. Par contre, ne sont pas comptabilisés dans ce rapport social unique, comme ne l'était pas dans le bilan social, les élus. Les élus, voilà, ne sont pas des agents publics de la collectivité, donc on ne doit pas les recenser dans ce bilan social. Donc, toutes les collectivités qui ont au moins un agent doivent réaliser le bilan social, le rapport social unique. Excusez-moi, je vais souvent me tromper, je pense, entre rapport social unique et bilan social. Donc, la base à recenser, la base de l'application nous recense toutes les collectivités et établissements qui sont référencés au niveau de l'INSEE. Et nous, dans notre base, on était à 760, à peu près 760 collectivités et établissements. Alors que nous, centre de gestion, nous ne connaissons que 504 collectivités et établissements affiliés au niveau du centre de gestion. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics, type des CCAS, type des syndicats, des caisses d'école, qui ont pu être dissoutes et dont l'information n'est pas arrivée jusqu'à la préfecture, n'est pas arrivée jusqu'à l'INSEE. Donc, si tel est votre cas, si vous avez reçu des identifiants, des mots de passe pour le compte d'un établissement qui est dissous, qui n'est plus actif, merci d'en faire part. Enfin, vous pouvez revenir vers nous, hein, on vous donnera le mode opératoire, mais il faut de nouveau relayer l'information à votre préfecture. Je sais que certains, l'an dernier, certains m'ont fait part de l'avoir déjà fait, mais ça n'a pas forcément transité jusqu'à l'INSEE. Donc, il faut pouvoir le faire. Mais en tout cas, voilà, toute collectivité qui emploie un agent doit faire le RSU. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des collectivités, type des CCAS, qui ne sont pas porteurs d'agents. Donc, dans ce cas-là, vous ferez un bilan à vide, un rapport à vide. Et je vous montrerai le cheminement sur l'application pour le faire. Sinon, bah, pour les CCAS, on voit aussi parfois la situation où le CCAS est porteur d'un EHPAD ou d'un foyer logement. Dans ce cas-là, le numéro de SIRET à prendre en considération, c'est bien le numéro de SIRET du CCAS et non pas de l'établissement secondaire qui est l'EHPAD ou le foyer logement. Nous, on vous a transmis et vous devez renseigner le rapport sous le numéro de SIRET de l'établissement principal. Est-ce que ça génère des questionnements, ce point-là? Alors, on a juste une question justement, c'est, est-ce qu'il faut le faire pour chaque sirette? Alors, pas pour chaque SIRET, non. Comme je vous le disais, un CCAS, par exemple, peut être porteur de plusieurs EHPAD ou un EHPAD, un foyer logement et un autre établissement. Donc là, non, il n'y a qu'un bilan social à faire et il faut, inclure ces 3 établissements qui sont des établissements secondaires. Pareil, je vous prends un autre exemple, on peut avoir une commune qui a des budgets annexes ou une CDC qui a le budget principal et des budgets annexes.
Dans ce cas-là, il n'y a que l'établissement principal avec le SIRET de l'établissement principal qui doit être considéré et de là, on peut vous proposer une fusion de vos N4DS puisqu'on va voir que l'outil, l'application données sociales, fonctionne à partir des N4DS. Dans ce cas-là, vous allez avoir, si vous avez plusieurs, SIRET, donc plusieurs, budgets ou plusieurs établissements, vous allez avoir, besoin de fusionner vos N4DS. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à revenir vers nous, on va vous donner le mode opératoire et on va vous aider dans la fusion de ces SIRET-là. Donc, c'est le SIRET de l'établissement principal pour lequel nous vous avons adressé un courrier et un courriel qu'il faut prendre en considération. Il y avait une précision effectivement où la collectivité nous dit qu'il y a la mairie, le CCAS et le foyer logement. Donc, dans ce cas-là, il doit y avoir un rapport social unique pour la mairie et pour le CCAS, avec le SIRET du CCAS, même si ce sont les données du foyer logement qui vont être injectées dans les éléments du CCAS. Donc, si vous êtes dans ces situations-là, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On la redira plusieurs fois dans le webinaire, mais l'adresse de contact, c'est rsu@cdg72.fr. Donc voilà, on ne va pas là dans ce webinaire aller sur des situations particulières, on va aller sur du général, mais le principe c'est un bilan social par SIRET principal. Pour saisir votre bilan social, votre rapport social unique sur l'application données sociales, donc qui est l'application maintenant de référence que l'ensemble des centres de gestion utilisent et qui a permis la collecte massive des bilans sociaux en 2019, on vous conseille de vous munir de votre N4DS qui va permettre d'injecter dans l'application l'ensemble des données liées à la paye. Donc, tout ce qui est en référence à la paye, c'est-à-dire identité, situation administrative des agents, tout ça va pouvoir être injecté dans l'application grâce à la N4DS ou grâce à la DSN pour les collectivités qui seraient passées en DSN en 2020. Alors, j'invite peut-être les collectivités qui pourraient être concernées à lever la main pour que j'ajuste ma présentation. Le petit icône à droite de la bulle du chat, est-ce que des collectivités sont concernées? Il y en a au moins 2. Pour l'année 2020? 3. 3. Donc, je vous ferai la présentation tout à l'heure. Effectivement, pour les collectivités concernées par la DSN en 2020, donc ça ne sera pas l'import N4DS qui se fera, mais ça sera l'import des 12 fichiers DSN. Donc, la DSN, c'est un fichier par mois. Donc là, vous aurez à importer les 12 fichiers successivement dans l'application. Et l'ensemble des éléments qui seront présents dans cette DSN seront repris et réinjectés. Est-ce que parmi les 3 collectivités DSN, donc vous pouvez baisser la main, et s'il y en a parmi vous qui utilisent le SIRH Astre? Non? Bah, c'est très bien. Parce qu'on a des petits soucis par rapport à cette intégration DSN, donc c'est très bien, vous n'aurez pas de soucis pour intégrer votre DSN. Donc, en complément de votre N4DS ou vos DSN, bah, munissez-vous de tous les éléments RH que vous pouvez avoir, tous les tableurs RH que vous pouvez avoir en complément, c'est-à-dire les tableurs de suivi de formation, les tableurs de suivi des comptes épargne-temps, les tableurs de suivi des accidents maladie ou des arrêts maladie. Tous ces éléments complémentaires RH vous sont utiles ou de pouvoir établir des extractions de vos logiciels, de vos SIRH sur des données précises telles que la formation, les CET, voilà, les absences.
Mais ça, c'est du complément. Puisque effectivement, l'import N4DS va déjà réinjecter, je vais pas l'ensemble des données que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire tout le statut de la personne, la situation administrative de la personne. Tout ça est renseigné en paye, donc va ressortir pour chacun des éléments, pour chacun des agents de votre collectivité. Et à contrario, tout ce qui relève donc de la promotion, de l'avancement des agents, avancement d'échelon ou avancement de grade, ça, vous devrez le compléter. Tout ce qui est lié à l'absence, on évoquera les ASA sur la situation particulière de 2020. S'il y a eu des autorisations spéciales d'absence en 2020, ça, vous devrez les saisir manuellement. La formation, vous devrez le saisir manuellement pour vos agents. Voilà, soit en individuel, soit en collectif, on va le voir. Voilà, c'est ces éléments préalables à la saisie donc, du RSU, vous dire comment aller sur l'application. Alors, vous allez pouvoir retrouver sur notre page rapport social unique qui se trouve sur notre site internet dans gestion des ressources humaines. Vous avez dorénavant une rubrique qui s'appelle rapport social unique. Donc, vous avez la capture d'écran et vous allez pouvoir cliquer sur le lien données sociales. Alors, préalable, cette année encore, les navigateurs que sont Internet Explorer et Edge font bugger. On s'aperçoit qu'il y a des écrans qui n'apparaissent pas, des menus déroulants qui n'apparaissent pas. Donc, si vous avez un problème d'affichage, c'est souvent lié à votre navigateur, Internet Explorer ou Edge, ou à Mozilla ou Chrome qui ne sont pas à jour. Donc, effectivement, quand on refuse de faire des mises à jour sur notre PC, il y a aussi les mises à jour Internet et navigateur qui peuvent être proposées. Donc, parfois, on s'aperçoit que des collectivités ont des problèmes d'affichage. C'est parce qu'elles n'ont pas la dernière version de Mozilla ou la dernière version de Chrome. Donc, ça peut être des éléments d'explication qu'on vous donne maintenant parce qu'on a déjà pu les repérer cette année. Voilà, donc à faire attention sur la mise à jour de votre PC, quoi. C'est parfois un petit peu long, mais il vaut mieux, ça évite des bugs. Donc, lorsque vous aurez cliqué sur le lien que vous propose notre page internet, vous aurez accès à la page d'accueil de données sociales. On vous demandera de saisir votre identifiant et votre mot de passe. Identifiant, c'est le SIRET de votre collectivité, de votre établissement. Et le mot de passe, c'est celui que nous vous avons adressé par courriel ou c'est celui que vous avez utilisé l'an dernier pour faire votre bilan social. Et là, vous allez dire, ah ben, je me souviens plus du mot de passe du bilan social de 2019. Je vais pas pouvoir me connecter. Donc, pour pouvoir récupérer un bilan social pour que nous, on puisse, vu qu'il y a la RGPD derrière, nous, on n'a pas accès à vos mots de passe modifiés. Hein, c'est une application complètement sécurisée par rapport aux données personnelles et aux données. Donc, on ne peut pas vous le redire. Donc, la seule solution, c'est de saisir votre identifiant, faire 3 fois n'importe quoi dans mot de passe. Et là, vous allez bloquer votre compte. Votre compte bloqué, nous allons pouvoir, nous, vous générer un nouveau mot de passe et vous l'adresser. Voilà, donc à la page d'accueil, c'est cette application-là à faire. Je vais me rendre sur l'application données sociales. Donc, s'il y a des questions ou si vous souhaitez lever la main, n'hésitez pas. Moi, je change d'écran, de partage d'écran. Je vous laisse la parole pendant ce temps-là. Il n'y a pas de questions sur le chat pour le moment. Alors, peut-être avez-vous des questions, des interventions particulières?
Et je n'ai pas de main levée de mon côté non plus. D'accord. Eh bien, écoutez, je vais poursuivre alors. Avec le partage de l'écran sur une fois que vous avez saisi votre identifiant et mot de passe, vous arrivez sur votre page d'accueil données sociales. Donc, il se peut à l'avenir que vous ayez des actualités. On n'a pas encore posté d'actualités, mais on va prochainement en faire. Donc, vous verrez peut-être là un petit bandeau avec des informations qui vous seront proposées. Voilà. Mais là, vous arrivez sur votre page de saisie. Dès votre connexion, si c'est la première fois, nous vous invitons à aller dans Mon compte, Mes informations, pour aller vérifier l'identité de votre collectivité établissement et surtout vérifier l'adresse postale et les coordonnées de votre établissement. En effet, on s'est aperçu en vous adressant des courriers qu'on n'avait pas forcément toujours sur l'application la bonne adresse postale. Il était inscrit mairie. Alors c'est vrai que dans les petites communes, quand on écrit mairie, ça arrive directement, mais pas que. Enfin, c'est bien d'avoir l'adresse précise. Et les coordonnées de la personne qui va être à contacter dans dans le rapport social unique, notre interlocuteur. Hein. Nous, ça nous permettra d'avoir, lorsqu'on prendra contact avec vous pour valider votre bilan social, de savoir à qui on doit s'adresser et voilà, donc de pouvoir vérifier ces informations-là. En bas de cette page, mes informations, vous avez quelques questions. Donc, normalement, l'affiliation au centre de gestion, ça, c'est nous qui l'avons paramétré. Et le rattachement au comité technique, c'est nous qui l'avons paramétré. Normalement, ça devrait être juste. Sauf si vous voyez une erreur là-dessus, bah, n'hésitez pas à modifier et nous en faire part. Et vous avez une question, autoriser le centre de gestion à visualiser mon rapport social unique. Si vous cliquez oui, ça nous permettra, nous, enfin, je vous ferai voir tout à l'heure, mais quand on vous aura en contact téléphonique, en échange téléphonique, ça nous permettra de voir la même chose que vous, donc de voir vos écrans avec une sécurisation. On ne verra pas les données personnelles et individuelles des agents. On verra des petites croix, vous le verrez tout à l'heure, mais on verra les mêmes écrans. Donc, si vous voulez qu'on puisse vous accompagner téléphoniquement à suivre lors de nos échanges, activez oui dès maintenant. Ou vous pourrez le faire après. Alors, Une juste fois ces infos, Sophie, excuse-moi, oui, j'ai une question où on nous demande chaque année le RSU sera à faire à quelle période? Début d'année, été? Alors, là, jusqu'en 2023, il va sans doute y avoir on sera sans doute sur cette période-là, puisque je vous l'ai évoqué, pour cette année, on était sur le même canevas que bilan social 2019, mais un certain nombre d'indicateurs vont évoluer pour arriver en 2023 à un RSU finalisé. On a eu une rencontre nationale dernièrement. 70% des indicateurs seront les mêmes dans l'avenir, mais 30% de nouveaux indicateurs ou d'indicateurs à réajuster feront leur apparition dans les RSU 2022 et 2023. Du coup, ces nouveaux indicateurs demandent de remettre à jour l'application et de faire un nouveau développement d'application. Et ces nouveaux développements se feront en début d'année. Donc, il est vraisemblable que les prochains RSU seront ouverts de juin jusqu'à la fin de l'été. Il est vraisemblable, on n'a pas de confirmation là-dessus, mais il y a la mention du 30 septembre pour présenter, pour transmettre à la DGCL. Il est vraisemblable qu'on soit sur les mêmes, sur cette fréquence-là. Voilà.
Après avoir vérifié vos coordonnées, vous pourrez aller saisir votre enquête. Donc là, vous irez dans mon enquête, enfin enquête, mon enquête 2020. Et là, vous arrivez sur un grand tableau sur lequel, je vous le montre, hein, je vais vous le faire en direct. Pour une collectivité qui n'a pas rémunéré d'agent, votre CCAS n'a pas d'agent, vous allez faire un bilan social à vide, vous allez dire en 2020, ma collectivité a rémunéré aucun agent. Je clique sur la flèche et là, vous allez transmettre à vide. Au contraire, vous êtes une collectivité qui a au moins un agent, mais qui n'a pas encore réalisé son bilan social. Cette année, il y a peu de SIRH qui ont généré le document Excel pour injecter. Auparavant, il y a des SIRH qui développaient un Excel, enfin, leur application vous permettait d'extraire votre bilan social en format Excel DGCL. Il se peut que votre prestataire ait de nouveau généré ce fichier Excel, mais s'il ne l'a pas fait, vous pouvez travailler à partir de la N4DS. Et là, vous pourrez dire à cette question, non, je n'ai pas encore fait mon rapport social unique. Je souhaite le saisir, agent par agent, et je souhaite importer ma N4DS. Donc, vous irez faire ce cheminement-là. Alors, je fais ce cheminement-là, effectivement, des collectivités manuelles en pré-remplissage parce qu'elles n'ont pas de N4DS, elles ne savent pas où elles se trouvent et elles n'ont que 2 agents. Donc, autant faire ces manuels avec 2 agents. Donc là, vous allez cliquer pré-remplissage et ça va vous ouvrir l'application. Là, je prends le cas où je dois injecter la N4DS. Vous allez aller sur ce cheminement-là. Donc là, si je clique ici, il va m'ouvrir une fenêtre pour aller chercher un document TXT que je vais injecter. Je ne vais pas faire la manip là, je vous ferai voir les… Mais là, en gros, si je voulais le faire, je vais sélectionner ce fichier qui a un canevas, enfin un nom édité par Berger-Levrault. Alors, je le précise, hein, je remercie la commune de Luché-Pringé qui nous a communiqué sa N4DS pour nous permettre de présenter. Alors, on verra aucune donnée personnelle des agents, encore une fois, hein, mais elle nous a transmis ça pour qu'on puisse être en direct avec vous sur l'application. Donc, pour une N4DS, c'est comme ça. Pour la DSN, donc pour les 3 communes qui sont concernées par la DSN, à vous demander de choisir vos 12 fichiers et d'intégrer vos fichiers. Donc, vous allez à chaque fois sélectionner « Ouvrir » vos 12 fichiers DSN. Alors, je ne le fais pas là non plus, mais vous voyez, vous avez cette fenêtre-là qui va vous apparaître et vous devrez sur suivant. Enfin, c'est assez simple, hein. Là, je ne vais pas plus loin, mais vous aurez cet écran qui s'ouvre à vous. Une fois cette intégration faite, il va vous poser une ou 2 questions. Souhaitez-vous conserver les données de l'an dernier? Vous allez dire oui, mais de principe, donc je ne sais pas pourquoi il demande ça. Enfin, vous pouvez mettre oui ou non, peu importe. Parce qu'en fait, sur un principe RGPD, l'application ne peut pas conserver les données d'une année sur l'autre. Donc, il y a aussi ce souci-là. Effectivement, là, l'application RSU, maintenant que le RSU est annuel, on aurait pu croire qu'il aurait pu être intéressant de juste réajuster le bilan antérieur.
Mais non, pour une question RGPD, l'application n'a pas eu le droit, enfin ne peut pas conserver vos données saisies l'année dernière. Et là, je vais me rendre sur une autre page, donc je laisse place à vos questions et à vos mains levées si vous souhaitez. Il n'y a pas de questions sur le chat pour le moment. Et je n'ai pas de main levée non plus. Oh. Bon. Soit je suis claire, j'espère ne pas être trop ennuyeuse, parce que c'est bien quand il y a des questions, ça permet de… Juste peut-être ton micro, on a par moment, ça coupe. Ah, voilà, peut-être le remet. Voilà, je me permets. remettre bien, d'accord. Donc là, je vais vous… partager ce que nous, on voit en tant que centre de gestion qui vous accompagnons sur cette campagne. Je vous disais tout à l'heure que si vous avez perdu votre mot de passe, bloquez votre accès et on vous débloquera. Là, vous voyez, par exemple, nous, on voit qu'il y a une collectivité qui est bloquée. Il va falloir qu'on lui communique son mot de passe. Donc, c'était pour vous dire, voilà. Donc, la campagne vient d'être lancée, hein. On a peu de collectivités qui nous ont retourné leurs documents. Là, je vais aller chercher, je vais me mettre sur la collectivité Luché-Pringé, donc qui a accepté d'être collectivité test. Et je vous disais, quand vous nous autorisez à voir vos données, nous, on a un petit œil comme ça et on peut aller directement voir ce qui se passe chez vous. Et donc là, c'est le cas, je vais me rendre, je vais aller voir ce qui se passe à Luché-Pringé. Qui a injecté sa N4DS, mais qui n'a pas été au-delà. Donc, une fois que vous avez injecté votre N4DS, vous arrivez effectivement à cet écran-là avec la petite fenêtre que je viens de fermer et vous avez à saisir les informations générales de votre collectivité. Donc là, c'est 6 questions de dire si vous avez un cycle de travail spécifique. Donc, cycle de travail spécifique, on est à 35 heures aujourd'hui, à 1607 heures, mais parfois, il y a des cycles sur 37 ou 39 heures. Il y a des cycles saisonniers, il y a des cycles liés à les ATSEM, l'annualisation, par exemple. Donc, si vous êtes concerné par des cycles spécifiques, vous allez cocher oui. Oui. Si vous avez rémunéré des agents qui ont la reconnaissance travailleurs handicapés, pouvoir cocher oui. Si vous avez ouvert des comptes épargne-temps pour vos agents, vous allez cocher oui. Si vous avez délibéré sur le télétravail, vous allez cocher oui. Alors, petite précision sur le télétravail. En 2020, année très particulière, on a été contraint par le confinement de travailler à domicile. Donc, effectivement, le confinement nous a amené à travailler à domicile sans nécessairement avoir délibéré sur le télétravail. Donc là, on ne va pas traiter de ça sur le rapport social unique 2020. On va, là, en cochant oui à cette question, ce n'est uniquement que pour les collectivités qui ont délibéré sur le télétravail. Ça peut être en cours d'année, en fin d'année. Le confinement a pu amener effectivement des délibérations en cours d'année, mais c'est uniquement télétravail délibéré et organisé par la collectivité. Si votre collectivité a fait l'objet d'heures supplémentaires, d'heures complémentaires, pareil, vous allez cocher oui ou non. Donc là, je fais le choix de cocher non. Je vais mettre oui pour l'une. Donc, en fait, répondre à ces questions, ça va ouvrir le champ des questions dans les agents par agent à suivre. Donc là, voilà, j'ai enregistré les données. Et là, vous voyez, on arrive après sur un tableau récapitulatif du nombre d'agents dans la collectivité. Donc là, je vous le disais, je suis pour la collectivité Luché-Pringé via
le centre de gestion. C'est-à-dire que moi, centre de gestion, quand je vous accompagne dans votre… je ne vois pas le nom des personnes. Ça, c'est RGPD, en fait. On ne peut pas avoir accès au nom des personnes, au nom des agents. On a uniquement des numéros. Donc, effectivement, quand on sera ensemble pour voir les difficultés, il vous faudra nous donner vos numéros, les numéros des fonctionnaires. Donc là, on a une vue récapitulative du nombre de fonctionnaires, du nombre d'agents permanents, du nombre d'agents non permanents et de la totalité des emplois permanents. Et là, on a une vue exhaustive des fonctionnaires de la collectivité, des agents sur emploi permanent et des agents sur emploi non permanent. Souvent, le paramétrage paye n'est pas forcément toujours bien fait. Souvent, des personnes sont mentionnées emploi non permanent alors que c'est des agents permanents de la collectivité. Alors, petit rappel de terminologie, emploi non permanent, il s'agit des emplois aidés, un CUI, un PEC, un parcours emploi compétences, c'est un contrat de droit privé. Donc, si c'est un contrat de droit privé, on n'est pas sur un emploi permanent, il ne fait pas partie des tableaux des effectifs. Pareil, les apprentis font partie des emplois non permanents. Les emplois saisonniers, les accroissements temporaires, les surcharges d'activité, accroissement temporaire d'activité, là, on est sur des emplois non permanents. Donc, si votre agent permanent, recruté agent contractuel pour 3 ans dans la collectivité, apparaît dans la liste des non permanents, pas de souci. Vous pouvez le faire remonter dans les agents contractuels sur emploi permanent facilement. Je ne sais pas si on a bien vu ce que j'ai fait. Pour aller voir la situation d'un agent, en fait, il suffit d'aller sur le petit crayon. Donc là, je vais sur un emploi non permanent, sur le petit crayon pour entrer dans la situation de chacun des agents. Donc là, je vais sur la situation de cet agent-là, qui n'est pas un agent non permanent. Donc là, à la question « Quel est son dernier statut connu ?» je vais le changer, je vais mettre « Contractuel sur emploi permanent ». Et là, il va me demander, va me renforcer les questions. Et si je valide, cet agent va réintégrer les emplois permanents. Alors, je vais revenir sur la situation individuelle. Vous avez des flèches vertes et des flèches rouges dans ce tableau récapitulatif. Flèche rouge, agent parti au cours de l'année. Flèche verte, agent entré au cours de l'année. Il se peut que vous ayez des agents qui soient entrés dans l'année et repartis dans l'année. Quand il n'y a pas ce petit carré, ça veut dire que l'agent il est arrivé avant 2020 et il est toujours là au 31 décembre de l'année. Pour précision des icônes. Vous avez un petit encart exporté. Effectivement, quand vous intégrez votre N4DS, vous pouvez, donc vous aurez la situation de l'ensemble de vos agents. Il peut être intéressant d'exporter cette vision-là pour voir si, globalement, vous n'aviez pas d'erreur dans votre N4DS sur la situation des agents. Et là, il vous faudra alors compléter la situation des agents. Donc, compléter la situation des agents, c'est sur les données qui n'ont pas été injectées en paye. Donc là, vous irez avec le petit crayon, compléter les autres points qui n'ont pas été injectés pour vos agents. Alors, cette saisie agent par agent, on la conseille pour les collectivités jusqu'à 50 agents à peu près. En fait, on estime que jusqu'à 50 agents, il est
en termes de gain de temps aussi rapide, de vérifier la situation individuelle de chacun des agents et de la compléter, plutôt que d'aller dans une vision consolidée et globale, la vision consolidée et globale, à travers les outils de suivi, vos tableurs, c'est souvent plus... Pardon. C'est souvent moins simple pour vous parce qu'il y a des éléments d'incohérence que vous n'arrivez pas à traiter. Agent par agent, vous connaissez la situation de vos agents. Vous allez pouvoir modifier directement sur la fiche de vos agents la donnée qui n'est pas bonne, qui n'est pas juste. Mais quand on est au-delà de 50 agents, bah, c'est plus long malgré tout. Et parfois, bah, quand on est au-delà de 50 agents, on est dans un service RH qui peut être mutualisé, où les services RH ne connaissent pas forcément chacun des agents. Donc, eux, ils vont plutôt avoir une vue globale et par tableur de suivi, hein, suivi formation, suivi rémunération, qui vont être extraits des SIRH. Et là, vous allez pouvoir aller sur une vision consolidée que je vais vous faire voir tout à l'heure. Là, on est sur une vision agent par agent que je vais vous présenter. Je vous vois, Alexandra et Cécile, peut-être en train de répondre à des questionnements. Je m'arrête là. Il y a peut-être des éléments à présenter, des questions que vous avez. Oui, alors j'ai des questions sur le chat où je suis en train de répondre au fur et à mesure, mais qui peuvent éventuellement intéresser aussi les autres collectivités. Il y avait donc par rapport à ce que tu montrais sur les agents, une question pour savoir si avec le numéro de l'agent, on va savoir de quel agent il s'agit. Donc là, la réponse c'est qu'en fait, là, on ne voit pas les noms des agents, puisque comme vous disiez Anne-Sophie, on est connecté en tant que CDG. Et donc par rapport à RGPD, nous, on n'a pas le nom de l'agent, on a juste un numéro, un identifiant. Mais vous, lorsque vous allez vous connecter en tant que collectivité, vous pourrez voir du coup les noms de vos agents. C'est nous qui ne voyons pas en tant que CDG. Ça, Là, à la place des petites croix, vous avez le nom et le prénom. nom et le prénom. Voilà, nous, on ne le voit pas parce que là, c'est quand on regarde en tant que CDG, mais vous, quand vous êtes connecté avec vos identifiants collectivité, vous verrez le nom. Et donc, il y avait une autre question concernant le télétravail, savoir si la délibération a été prise en 2021 seulement, doit-on cocher oui ou non? Donc là, la réponse, c'est non, parce que si c'est 2021, ça concerne du coup le télétravail à partir de la délibération, donc le télétravail qui aura lieu sur 2021, alors que là, pour le rapport social unique, on est sur les données 2020. Uniquement, ouais. Et moi, de mon côté, je n'ai pas de main levée. D'accord, très bien. Donc là, je prends la situation, donc vérification agent par agent que je vous évoquais. Vous allez pouvoir, quand vous avez moins de 50 agents, aller sur chacune des fiches des agents pour compléter les données que la N4DS ou que la DSN n'aura pas injectées. Donc, tout qui est statut, normalement, c'est bon. Et c'est une vérification de votre part. Donc, de bien vérifier effectivement que là, cet agent-là est sorti de la collectivité. Il se peut qu'il soit de nouveau rentré dans la collectivité. Donc, ça sera la dernière situation de l'agent qui sera à prendre en compte. Donc, de vérifier dans les données statutaires si les données sont justes en début. Et sur la question 18, dans la partie statut, si votre agent a eu un avancement d'échelon, un avancement de grade, ce qui ne se voit pas dans la paye, là, il faudra donner l'information. C'est souvent une question, la question 18, qui est oubliée. Donc, c'est pour ça qu'on la souligne. On va souligner un peu les points qui sont oubliés ou là, on fait le constat de mauvaise interprétation pour le moment. Donc là, à la question 18, dans la rubrique statut, donc là, statut, vous aurez à cocher qu'il y a eu un avancement de grade, par exemple.
S'il n'y a pas d'horaire décalé dans la collectivité ou de contraintes particulières en temps, vous saisissez rien. Enfin, il n'y a pas toujours quelque chose à saisir non plus hein, sur les agents. Si le cycle de travail, là, vous pouvez mettre hebdomadaire, s'il n'y a pas de cycle de travail particulier, c'est parce que moi, j'ai coché en amont dans la question, y a-t-il des cycles particuliers dans la collectivité? J'ai mis oui. Mais si vous aviez mis non, cette question-là n'apparaîtrait pas. Et s'il y a un cycle de travail qui a été délibéré avant janvier 2002, le 1er janvier 2002, là, c'est avant le passage aux 35 heures, bah là, non, on est sur une personne qui travaille à 35 heures, donc je vais mettre non. Voilà. Alors, juste Anne-Sophie, il y a une question justement par rapport à la question 18 que tu soulignais. On nous demande si ça correspond également à la mise à jour de l'indice de rémunération. Ah non, non. J'ai un nom, la PPCR n'est pas concernée. C'est vraiment un avancement d'échelon. Donc dans la grille, on est passé du 4 au 5 dans l'année 2020. Là, il y a eu un avancement d'échelon et une modification d'indice bien lié à un avancement. Donc là, vous allez cocher oui pour avancement d'échelon. Avancement de grade, pareil, l'agent est monté en grade au cours de l'année, vous allez cocher oui. Mais par contre, si ça a été un indice de reclassement au 1er janvier lié à, par exemple, éducateur de jeunes enfants qui est passé en catégorie A au cours de l'année, là, vous n'allez pas, c'est pas une promotion. C'est que l'indice, enfin le cadre d'emploi a changé. C'est l'emploi a changé de catégorie. Mais ce n'est pas du fait de la collectivité, c'est du fait statutaire. Ça. Donc ça, ces paramètres-là vont avoir été réinjectés par votre paye. Donc effectivement, pour les EJE, notamment pour les assistants socio-éducatifs, vérifiez que vous êtes sur la bonne catégorie du fait de ces modifications statutaires. Mais on ne parle pas d'avancement de promotion. Et il y a une autre question qui peut être utile aussi à tout le monde, c'est savoir si on pouvait interrompre sa saisie, revenir dessus un autre jour sans perdre les données déjà saisies. Oui, Donc tout à oui, fait. ça c'est possible à condition de bien enregistrer. À chaque fois que vous saisissez, en général, il y a des petits boutons enregistrer ou valider. Donc de bien le cliquer dessus avant de fermer l'application. Sinon, si vous ne cliquez pas dessus, ce ne sera pas pris en compte. Mais autrement, voilà, pas de souci pour le faire en plusieurs fois. Donc là, vous voyez, j'ai validé la situation de l'agent. Sur le statut, il y a un avancement là du point. Alors, on est à 53% dans la progression parce que je n'ai pas forcément répondu à toutes les questions. Si toutes les questions sont répondues, vous êtes à 100%. Donc là, je vais aller vérifier la rémunération, mais la rémunération émanant de la paye, forcément, c'est à réinjecter. Alors, il se peut parfois, j'ai des modifications à faire. C'est pour ça, c'est pas forcément, et notamment dans les vérifications liées au statut, là, c'est la question du temps complet, temps non complet et temps partiel, qui sont souvent des confusions. Hein. Temps non complet, c'est l'emploi qui est créé à temps non complet 28 heures semaine. Et temps partiel, c'est la façon dont il est occupé par l'agent. Donc, un emploi peut être créé à 35 heures et occupé à temps partiel, 80% par un agent, ce qui fait que son temps de travail va être de 28 heures. Mais c'est parce qu'il occupe à temps partiel. Mais l'emploi en soi est à temps complet. Pareil, question statutaire, j'apporte la précision, mais j'apporterai la précision de contractuel, dans les contractuels. Là, on est sur un agent fonctionnaire. Donc, effectivement, vous le voyez, les barres formation et autres sont vides. Il convient que vous hésitiez.
Donc là, pour la formation sur l'onglet formation, je me suis dit, si l'agent a une formation au cours de l'année, il vous appartient de le mentionner. Donc oui, cet agent a fait une formation dans l'année. Donc c'était une formation de perfectionnement qui avait été répétée dans le cadre de la cotisation obligatoire. Il a fait 3 jours de formation, mais par contre, ce n'était pas dans le cadre de son CPF. Voilà, là, je le crée comme ça. Il n'a pas fait de VAE et il n'a pas fait de bilan de compétences. Et là, pour que ça soit bien pris en compte, je valide. Et après, je pourrais… Et là, vous voyez, mon onglet, il est saisi à 100%. Alors, ouais, mon onglet est saisi à 100%. Alors, voilà, dès qu'il y a des formations… Alors, s'il n'a pas fait de formation, vous allez valider. Mais il vous faut passer en revue les éléments. Je vais aller sur un agent contractuel pour vous, parce qu'il y a souvent des confusions sur agent contractuel sur le motif du contrat. Donc, un agent contractuel qui va remplacer un agent indisponible. Vous avez un fonctionnaire qui est malade, vous allez recruter un agent contractuel. Cet agent contractuel va être sur un emploi permanent. Donc là, on est bien contractuel sur emploi permanent. Est-ce que tu peux répéter, Anne-Sophie, parce qu'il y a eu un souci de micro, donc je pense qu'on n'a pas, les personnes n'ont pas entendu. Je suis sur un agent contractuel et souvent, on a l'erreur où un agent contractuel qui est là pour assurer le remplacement d'un agent indisponible, d'un fonctionnaire indisponible, pour maternité, par exemple, vous allez recruter pendant le congé maternité un contractuel pour 4 mois. Ce contractuel sera bien un contractuel sur emploi permanent et le motif de son recrutement sera le 3-1, c'est-à-dire recruter pour assurer le remplacement d'un agent indisponible. Donc là, le motif du CDD, ça sera bien remplaçant. Donc, contractuel, remplaçant, voilà, je valide ici. C'est une précision qu'on a, c'est des agents qu'on voit souvent dans les emplois non contractuels. Voilà, ça génère peut-être des réactions. Pas du côté du chat. Pas du côté du chat. Et du côté des mains levées? Non plus. Okay. Donc, voyez, effectivement, en saisie agent par agent, on est sur des items relativement conséquents à renseigner. Je vais aller dans l'onglet absence parce que on le retrouvera tout à l'heure dans la partie consolidée. L'agent a-t-il été absent au moins une fois au cours de l'année? Donc là, 2020, ça a été quand même une année très particulière avec le Covid, où on a pu être en autorisation spéciale d'absence liée au Covid. Il y a des autorisations spéciales d'absence pour événements familiaux. Je me marie, je vais avoir le droit à 3 jours d'absence voilà, liés au règlement intérieur délibéré par la collectivité. J'ai le décès d'un proche, je vais avoir droit à X jours en fonction du degré de proximité de jours d'absence. Donc là, on est dans des autorisations spéciales d'absence. Pour le Covid, on a eu aussi des autorisations spéciales d'absence Covid. Donc là, vous aurez à le renseigner. Alors, soit vous le mettez en agent par agent pour les agents concernés par ces autorisations spéciales d'absence. Et donc là, le motif de l'absence,
Il faut que je le trouve. Je ne l'avais pas prévu avant, donc forcément, je vais le chercher. Pour autorisation spéciale d'absence, enfant malade, mariage, décès. Et comme c'est l'application 2019, il n'y avait pas le Covid en 2019. Donc, vous ne trouverez pas dans la parenthèse avant les 3 petits points, vous ne trouverez pas Covid. Vous trouvez tout ce que je viens de vous énoncer précédemment, enfant malade, mariage, décès, concours, œuvre sociale, réserviste, pompier volontaire, mais pas Covid. Pourtant, c'est bien là qu'il faut le renseigner. Voilà. Donc, effectivement, votre agent, il peut avoir une autorisation d'absence pour 10 jours au cours de l'année de 2020. Alors, Et juste Anne-Sophie, alors oui, ouais, tu avais terminé sur les ASA ou pas? j'allais mentionner les jours de carence après, mais voilà. Parce qu'on a des questions par rapport aux différentes questions sur le chat Ouais. concernant comment comptabiliser les agents à temps non complet. Donc, qui était le point juste avant, peut-être. Donc, on a une. Alors, hop, je remonte. Alors, un agent 2020 qui a 2 situations. Remplacement d'un titulaire et stagiairisé ensuite. Du coup, comment on le comptabilise? Alors, vous allez le mentionner comme stagiairisé, mais sur le motif, alors dans le statut, là, je suis sur un agent, je vais retourner sur le tableau. Vous allez le mentionner comme dernière situation connue. Ça va être stagiairisation suite à un contrat dans la collectivité. Vous avez la situation qui est prévue dans les motifs. Donc je prends un agent au pif comme fonctionnaire. Dans la partie statut, donc votre agent a été rémunéré au 31/12. Quel est son dernier statut au plus tard au 31/12? Donc là, vous allez nommer stagiaire. Et l'agent est-il arrivé nouvel arrivant ou déjà présent, mis en stage avec changement de statut? Donc là, vous allez cliquer oui. Voilà, par rapport à cette question. Autre question, du coup, toujours, si on a un agent en CDI qui a temps non complet et qui a également, en plus, un CDD pour pallier à une absence d'agent titulaire qui est en maladie. Donc, il a 2 contrats avec la collectivité, si j'ai bien compris, un CDI à temps non complet et là, un CDD ponctuellement pour lié à une absence d'un agent titulaire. Ouais, il est sur 2 emplois différents. Ouais, j'avoue ne plus me souvenir. J'aurais tendance à dire qu'il faut l'ajouter en tant qu'agent. Ou alors, Euh, ce qu'on peut proposer, c'est que là, du coup, cette collectivité, si vous pouvez nous faire un mail à rsu@cdg72.fr pour que voilà, on puisse regarder plus précisément cet élément et pouvoir vous faire un retour qui est voilà, particulier peut-être pour pas. ouais. Alors moi j'ai également quelqu'un qui a levé la main. C'est Madame Cuvelier, donc je vais lui donner la parole. Et Madame Cuvelier, vous voudrez bien activer votre micro en haut à droite une fois que Cécile vous aura ouvert la parole. Voilà, moi c'est fait. Vous pouvez donc activer votre micro en haut à droite de votre écran. Alors, oui. Elle me dit en parallèle qu'effectivement, elle a posé la question par le chat. Ah, son micro ne fonctionne pas. Fonctionne pas. Donc, la question par le chat, j'y reviens. Mais comme j'avais vu qu'elle a levé la main, un agent qui intervient pour un poste dans l'attente de trouver la bonne personne. Et comment on le déclare? Alors, un poste dans l'attente, donc c'est-à-dire que vous êtes sur le motif
vous l'avez recruté comme contractuel dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Donc le motif, du contrat de cet agent contractuel, bon, je vois le oui Voilà. Vous allez, donc dans le là, je suis fonctionnaire, donc je vais revenir sur la page des contractuels. Donc sur un emploi contractuel permanent, hop, dans le motif du contrat, vous allez mettre, dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, c'est le 3-2. Alors, quel est son dernier statut connu? Donc, c'est sur emploi permanent. Est-il en CDI? Non. Quel est le type de contrat? Donc, 3-2, affecté sur un poste vacant. Donc, c'est affecté sur un poste vacant dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, hein. Si on prend l'intitulé de l'article 3-2, là, ils ont mis en abrégé pour pas faire trop long, mais c'est celui-là qu'il faut prendre. Voilà. La question du temps complet, non complet, là, quand même pour revenir dessus, c'est dans la durée du travail. Là, vous avez quelle est sa, l'agent est-il à temps complet? S'il est à temps non complet sur un poste à 28 heures, c'est là que vous allez le mentionner. À temps non complet, quelle est la durée hebdomadaire? Bah, il est entre 28 heures et plus, ça va être là. Après, vous avez la question, donc c'est un agent sur un emploi à temps complet, mais par contre, lui, sa durée du travail est à temps partiel. L'agent est-il à temps plein? Non. Et là, on va vous demander le motif de ce temps partiel. Alors, s'il n'a pas un enfant de moins de 8 ans, c'est souvent sur autorisation, hein, donc là, on va demander, on va dire, l'agent est à temps partiel sur autorisation. Et là, on va vous demander s'il avait fait plusieurs demandes au cours, enfin, la quotité de travail. Donc là, il est à entre 80 et 90 et s'il a fait plusieurs demandes au cours de l'année, parce que généralement, enfin statutairement parlant, les mises à temps partiel, c'est pour 6 mois. Donc normalement, enfin à moins que vous les fassiez annuellement, hein, mais normalement, il y a 1 à 2 demandes par an. Sauf si vous faites annuellement, enfin des mises à temps partiel pour l'année. Voilà sur la question statut. Sur la question absence, je vous l'ai abordé avec la question des ASA. Alors justement, il y a si tu pouvais revenir dessus parce qu'il y a des incompréhensions justement, comment intégrer les absences liées au Covid au Ouais. niveau des Qu'est-ce que j'ai fait? Je ASA? suis partie, excusez-moi, je reviens. Et donc voilà, si d'autres collectivités ont des questions particulières par rapport justement comment comptabiliser leurs agents, voilà, on vous invite à nous adresser un mail, à rsu@cdg72.fr, comme ça on pourra, voilà, analyser la situation et revenir après individuellement vers vous. Alors sur la question des absences, là, les incompréhensions. Alexandra, c'était? Comment on comptabilise les absences liées au Covid? Alors, il y a plusieurs absences liées au Covid. On est d'accord que si on était à domicile en train de travailler, on n'est pas absent, on travaille à domicile. Donc on n'est pas absent. On est bien, présent, si on est absent pour, maladie parce qu'on a chopé le Covid, bah, là, on va marquer, oui, j'ai été malade, et là, je vais mettre que c'était un motif d'absence, c'était de la maladie ordinaire. Donc, Covid, là, Cécile, tu me retoques si je me trompe. Covid, il y a pas de jour de carence? Ou il y a eu jour de carence, enfin bon, il y a eu un débat là-dessus, mais il y a pas de jour de carence si on a été malade pour Covid? Non, effectivement, il y a eu des périodes l'année dernière où oui, il y a bien eu un jour de carence, mais
Bon, c'est vrai qu'il faudra vérifier en fait les périodes auxquelles les agents ont pu être malades, parce qu'il y a pu y avoir carence, mais la plupart du temps, pendant les confinements et pendant la période 2020, il n'y a pas eu de carence pour les malades du Covid. D'accord. Alors, la question portait bien plutôt sur les absences liées au Covid, mais dans le cadre des ASA. D'accord. Alors, si on est absent parce qu'on a on a notre conjoint qui était Covid et on a dû se confiner pour ne pas contaminer. Donc là, on aura eu une autorisation spéciale d'absence. Donc, c'est ce que je mentionne tout à l'heure. Pour autorisation spéciale. Alors, quand on a dû être absent et qu'on n'avait pas une possibilité de faire du travail à domicile. Hein, parce que souvent, enfin, il a pu être aussi été fait du confinement. Voilà, le conjoint malade, je viens pas au bureau, mais je travaille à domicile. Donc là, dans ce cas-là, on n'est pas absent. Mais pour les agents qui ne pouvaient pas télétravailler en pareille situation et qui devaient rester isolés chez eux, là, on est bien en autorisation spéciale d'absence. Et c'est à cet endroit-là que vous allez le renseigner. On a effectivement une précision. Par exemple, si le service a fermé, exemple restauration scolaire pendant les confinements, là, on va être dans ce cas-là. C'est ça. Voilà. Donc, effectivement, les éléments sont à renseigner. Alors, individuellement, agent par agent, quand on a la possibilité, la bonne connaissance de la situation individuelle de chacun des agents, bah, c'est vrai que ça peut aller plus vite comme ça. Donc, il peut être intéressant de faire un export en début de saisie, voir ce que la NKDS a injecté comme données et de faire un export en fin de saisie. Donc, lorsque tous les états voient que j'ai un peu commenté sur le premier agent, quand la saisie est finalisée, là, la barre d'avancement est pleine. Là, c'est qu'on n'a rien contrôlé sur les autres agents. Donc, il se peut qu'une fois qu'on ait tout contrôlé, de faire un export, bah, ça nous permettra d'avoir une vision complète de ce qu'on a modifié. C'est un export sur tableur Excel. Ça peut être un bon premier export de tableau de suivi pour la suite. Je vous dis ça parce qu'après, on va passer en consolidé. Là, on va passer sur la version générée en consolidé pour transmettre. Donc, le pour transmettre est à mettre en parenthèse. On va avant tout générer un consolidé. Donc, j'y vais. Mais quand je clique sur générer un consolidé, il me dit attention, vous n'avez pas validé toutes vos informations agent par agent. Souhaitez-vous vraiment poursuivre? Parce que effectivement, là, on va sortir de la vision individualisée pour aller dans une version consolidée de l'ensemble des données agent par agent. Et il nous alerte parce que on peut toujours revenir en agent par agent. Mais attention, revenir en agent par agent, c'est si vous n'avez pas commencé la gestion de vos incohérences. Je m'explique. Là, je vois qu'il y a du orange dans la question des effectifs, du orange dans la question des mouvements. Donc, il va falloir que je m'en garde, savoir ce qui se passe. Et parfois, de pouvoir visualiser, je ne vais pas comprendre l'incohérence mentionnée. Mais je vois que là, que l'incohérence, elle est parmi les arrivées de fonctionnaires au cours de l'année 2020. Un souci dans cet encart-là. Et je sais qu'il n'y a qu'un seul agent chez moi qui est arrivé cette année, donc je vais me dire, bah, je vais reprendre la fiche de cet agent-là, de l'agent X, parce que je sais que c'est lui qui est arrivé dans l'année, donc c'est sur lui que j'ai oublié de mettre une donnée. Donc là, dans ce cas-là, il est plus facile d'aller
faire la modification dans agent par agent. Donc, je vais revenir sur le tableau agent par agent. Et là, il me dit, attention, vous pouvez revenir, mais faites bien attention parce que si vous avez saisi des données dans vos données consolidées, vous allez tout perdre. Donc, cet aller-retour, vous pouvez le faire, mais vous pouvez le faire avant de faire des modifications, des ajouts dans le volet consolidé. Voilà. Donc, effectivement, là, je lui ai répondu oui. Alors, j'aurais dû répondre non, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, là, je reviens sur mon tableau. Bon, je vais modifier la situation de mon agent là qui est arrivé. Parce qu'effectivement, je vois que j'ai une seule flèche verte ici. Donc, c'est sans doute lui. J'ai oublié de dire qu'il est arrivé pour remplacer un agent indisponible. Non, c'est pas ça, vu que c'est un titulaire, je dis des bêtises. J'ai oublié, donc c'est pas sa situation à lui, c'est la situation d'un agent contractuel que j'ai oublié de modifier. Non, je le fais. Hein. S'il y en a plusieurs, je n'irai pas. Je vois qu'il y a plusieurs agents, donc je vais pas prendre. Ça prendrait trop de temps que d'aller modifier. Là, je reviens sur mon tableau consolidé. Donc, pour vous dire qu'une fois que vous avez vérifié l'ensemble de vos agents et complété la situation en termes d'absence, en termes de formation, en termes de compte épargne-temps de vos agents, vous allez pouvoir aller sur une vision consolidée de votre bilan social. Et quand vous allez sur une vision consolidée de votre bilan social, vous avez nécessairement, même si vous avez tout bien rempli, tout bien saisi, vous avez nécessairement des petites incohérences qui apparaîtront. C'est pas grave. C'est ça qu'on va travailler avec vous. Ou vous pouvez même, donc là, nous appeler à ce moment-là si vous ne les comprenez pas, mais c'est assez facile de les voir, ces incohérences. Vous voyez, je vous disais que sur le mouvement, là, c'était, j'avais pas saisi le motif. Donc là, j'ai un agent technique qui est arrivé au cours de l'année, mais j'ai sans doute pas dit pour quelle raison il est venu chez nous. Donc là, je vous fais voir en même temps. Vous voyez, je ne voyais pas les flèches déroulantes. Il faut bien faire bouger le curseur pour ouvrir ce tableau-là, un menu déroulant. Et là, en effet, on me dit que j'ai une femme à temps complet qui est arrivée dans la collectivité, mais voyez, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle est venue parce qu'elle est lauréate d'un concours et que je l'ai intégrée, je l'ai stagiairisée, ou est-ce qu'elle est venue par voie de mutation? Je ne le sais pas. Donc là, si je mentionne que effectivement, cette femme est arrivée chez nous par voie de mutation et que j'enregistre ma donnée, eh ben, mon incohérence, elle va être partie. Pas de bol, il y en a une autre. Bon, je vais pas aller plus loin, mais peut-être le souhaitez-vous, mais effectivement, il y a une autre incohérence et les incohérences, on les voit là. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que la dernière fois, il paraît que j'ai perdu du monde quand j'ai été un petit peu plus loin sur ces contrôles de cohérence. Je vais revenir sur le PowerPoint pour vous dire, vous indiquer les éléments de cohérence que nous, on va contrôler plus en détail. Et je vous laisse la parole parce qu'il y a peut-être des questions. Comme je change de tableur. Alors, il y a une question à laquelle pour moi on n'a pas répondu. Je pense que Cécile, tu pourras répondre. Est-ce qu'il y a un jour de carence si maladie et après coup test négatif? Donc, je pense que c'est lié à l'échange qu'on a eu à propos du Covid et des jours de carence. Donc là, il y a un jour de. Est-ce qu'il y a un jour de carence si maladie et après coup test négatif? Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué de répondre à la situation comme ça, mais donc a priori, je comprends que l'agent a peut-être ressenti des symptômes de Covid et dans l'attente des résultats du test, la personne est placée en autorisation d'absence.
et pas en maladie. Il est en autorisation d'absence. Et si le test est négatif, eh bien, de toute façon, la personne revient au travail et voilà. Si le test Covid s'est révélé positif, par contre, là, pour le coup, la personne sera placée en arrêt maladie, 100 jours de carence. Voilà, moi, c'était la seule question que j'avais. Et moi, de mon côté, j'en ai pas. D'accord. Eh bien, je vais pouvoir, je sais plus s'il était pas non, il était pas partagé mon écran. J'étais hop, voilà. Donc je repasse sur le diaporama parce que vous voyez avec le webinaire, en fait, on a un décalage dans l'ouverture des écrans et comme les écrans sont assez complets, je voudrais pas, vous noyer dans les différents écrans. Mais pour vous dire que, les indicateurs de cohérence, vous les avez, donc en orange, et nous, vous pouvez vérifier orange, ça veut dire anomalie. Donc vous pouvez vérifier en ouvrant les tableaux ces différentes anomalies ou nous appeler, on le fera avec vous. Nous, on va, voir les contrôles de cohérence principalement sur, enfin, on va tout balayer, mais avec la réception des premiers bilans sociaux, on constate qu'il y a pas mal d'incohérences avec les maladies justement et les jours de carence. Vous voyez qu'ici, donc c'est l'indicateur 2.1.1 dans les absences qui mentionne que 5 femmes titulaires ont été absentes au cours de l'année pour 131 jours d'arrêt. Donc en même temps, il y a eu de la longue maladie. Voilà, on a des indications sur, l'absence. Et on se rend compte après que, le nombre de jours de carence élevé, pour ces 5 agents, en fait, il n'y en a eu qu'un pour un agent de alors c'est là, on s'aperçoit ici qu'il y a eu 8 femmes qui ont eu déjà des jours de carence en catégorie C et un homme. Or, on n'a pas la mention, enfin si on a la mention qu'il y a un homme qui a été en arrêt pour accident de travail. Donc là, ça colle. Mais par contre, on n'a pas le montant le montant brut des sommes retenues pour jour de carence. Donc là, ça va nous mettre une incohérence. Parce qu'il n'y a pas de. On nous mentionne des jours de carence sans somme. Par quoi, et ma capture d'écran n'est pas bonne, hein, je n'ai pas vérifié avant de la faire. Souvent, on a des jours de maladie et on n'a pas de jours de carence mentionnés. Alors, ça peut être juste, effectivement, dans le cadre du Covid, mais c'est bizarre. Souvent, quand il y a de la maladie, il y a des jours de carence. Donc voilà, c'est un des points qu'on va vérifier particulièrement. Mais on tenait à vous le mentionner, celui-là, parce qu'il est un petit peu lié à la spécificité de l'année 2020 et des difficultés de l'année 2020. Un autre contrôle de cohérence va être sur les heures supplémentaires et heures complémentaires. Alors là, on est sur l'indicateur 3.1.1, donc dans la rémunération, où il va être mentionné dans l'onglet rémunération qu'il n'y a pas d'heures complémentaires, enfin qu'il n'y a pas de somme liée de rémunération liée aux heures complémentaires, alors que dans l'onglet à suivre 3.4.4 relatif aux heures supplémentaires ou complémentaires, on va avoir des heures rémunérées. Donc là, on voit qu'il y a 14 heures rémunérées, alors que dans la rémunération, on n'avait pas de montant de somme de rémunération liée aux heures complémentaires et supplémentaires. Donc là, forcément, la barre, elle est orange dans rémunération.
Voilà. Alors, c'est pas grave, hein, mais c'est juste les éléments. Enfin, voilà. C'est juste vous dire à quoi correspond le rang de cette situation-là. Et là, souvent, On ne t'entend plus, Anne-Sophie. là, Oui, c'est bon. c'est les incohérences, enfin les points d'incohérence qu'on a vus le plus souvent depuis le début de la campagne. Là, on a reçu une trentaine de bilans sociaux. Ça ressort souvent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous les préciser. Je suis à 3 minutes de la fin, donc je suis dans le timing quasiment. Peut-être avez-vous des questions? Alors, on a une question concernant justement les heures supplémentaires. Est-ce que les heures d'élection sont bien à renseigner comme des heures supplémentaires? Alors là, on traite bien de l'année 2020 hein, déjà. On ne traite pas de l'année 2021, petit rappel. Mais tout dépend de la pratique que vous avez dans votre collectivité. S'il y a récupération des heures, bon, bah, vos heures faites et non récupérées, oui, effectivement, elles seront considérées comme heures supplémentaires. Quel que soit le motif, élection ou pas élection. Enfin. Alors, on Ah. a une autre question. Alors, je précise, effectivement, là, quand la question était posée pour les élections, ça concernait du coup les élections municipales de mars 2020. Donc, on est bien d'accord. Si elles étaient au-delà du temps réglementaire et que vous n'avez pas récupéré, il s'agit bien d'heures supplémentaires. Et donc, il y a une autre question. Je ne sais pas si elle concerne aussi les heures d'élection, ce n'est pas précisé, mais sinon la personne soit peut repréciser par chat ou en levant la main, parce que c'est juste pour les établissements de plus de 100 agents, comment procède-t-on? Alors, je ne sais pas si c'est une question générale pour le RSU ou par rapport aux heures supplémentaires. Je pense que c'est plus question générale, comme j'ai parlé jusqu'à 50, on vérifie agent par agent. Mmh. Effectivement, quand on est à plus de 100 agents, je vous convie d'aller directement, de générer directement en consolidé. Sauf si vous aviez des situations particulières dans le tableau récapitulatif agent par agent. Vous savez, vous avez une situation assez complexe relative à tel agent. Là, je vous invite à aller, sur la situation de cet agent-là avec le petit crayon, d'apporter les précisions correspondant à la situation de cet agent-là. Et de pouvoir faire, pour les situations un petit peu compliquées, de pouvoir avoir une saisie sur ces agents-là et après de pouvoir générer l'export de ce tableau récapitulatif de vos agents pour être sûr que vous avez bien fait ces modifications-là et voir lorsque vous allez générer vos tableaux, consolidés, que, les incohérences qui se mentionnent n'ont pas trait à ces agents. Je ne sais pas si je suis claire, c'est là que ça devient compliqué mais quand on est à plus de 100 agents, hormis ces situations un peu délicates, moi, je vous invite à aller directement dans générer un consolidé. Et là, le générer votre consolidé, bah, vous avez vos tableaux de suivi de vos absences, de vos effectifs qui vont vous permettre de renseigner directement les données dans les onglets effectifs, rémunération, absence. C'est souvent vos SIRH aussi qui vous permettent, quand vous avez plus de 100 agents, vous avez un SIRH qui vous permet de faire des requêtes sur les rémunérations par grade. C'est pour ça que je vous mentionnais dans Astre, est-ce qu'il y a des utilisations de Astre, mais hormis Astre, effectivement, si vous faites des requêtes par grade, vous allez avoir tous les agents du grade, enfin de la filière administrative avec les différents grades. Et là, vous allez pouvoir reporter dans le tableau effectif que voilà, vous avez 3 hommes à temps complet dans la filière administrative sur le grade de rédacteur,
qui travaillent à temps complet, que vous avez 3 femmes sur le grade d'attaché, enfin voilà. Quand on a un SIRH, les extractions permettent d'aller directement saisir en consolidé. Les tableaux de suivi, vous les avez. Donc, de ce fait, il est moins coûteux en temps d'aller directement en consolidé. Je dis moins coûteux en temps parce qu'effectivement, si souvenir du tableur Excel des GCL, on a quand même 90 onglets relatifs au bilan social. Donc là, l'application, elle est plus ergonomique, on se rend moins compte de ça, mais quand même. J'avance parce qu'il est 4 heures et que je suis dans le time. J'étais dans le timing, il ne faut pas que je perde. Donc, lorsque vous avez terminé votre saisie, soit cette saisie consolidée, après vérification de vos données, que tous les indicateurs sont en bleu, pas forcément à 100% partout parce que vous n'avez pas forcément tout renseigné, mais c'est pas grave, vous avez renseigné le maximum de choses, vous êtes à 98% de saisie, vous pouvez nous transmettre votre bilan social. De cette transmission du bilan social, nous, on va avoir un travail de validation. Donc, on va souvent vous rappeler pour s'il y a des incohérences qui perdurent ou si même tous les indicateurs étaient en bleu, mais malgré ça, nous, on voit que il y a 100 agents dans la collectivité, mais il n'y a aucune formation suivie et qu'il n'y a pas de budget formation. Nous, on trouve ça bizarre, donc on va vous rappeler, quoi. Pourtant, c'était en bleu. Mais nous, on a ce travail un peu qualitatif. Pour rappel, le rapport social unique pour nous, ça nous permet de faire des données repères, une analyse de l'emploi territorial et de faire des données repères, des fiches repères que je vais vous présenter après, par strate de collectivité, de dire dans des communes de 2000 agents, voilà, on a à peu près en moyenne tant d'équivalents temps plein dans la filière administrative, tant d'équivalents temps plein dans la filière Intel. Donc, ça permet à chacune des collectivités de cette strate de se comparer. Et nous, ça nous permet au niveau départemental et régional de faire un peu un état des lieux de la situation de l'emploi territorial. Et par exemple, quand on voit que dans certaines filières métiers, il y a des départs où la pyramide des âges dans telle filière, elle commence à annoncer un nombre de départs conséquent de départs en retraite, il y a peut-être des actions à mettre en place de notre côté. Enfin, voilà. Donc, nous, c'est aussi d'avoir le retour des rapports sociaux, c'est nous permettre d'anticiper des choses, nous permettre de, voilà, si on voit qu'il y a du passage au télétravail, il y a peut-être, nous, à adapter notre mode de communication aussi ou de transmission d'informations, enfin, voilà, lié au télétravail. Enfin, voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est aussi utile pour nous, quoi, d'avoir vos retours. Donc, on va essayer d'être assez qualitatif pour valider vos rapports sociaux uniques et de reprendre contact avec vous pour avoir des échanges. Une fois qu'on l'aura validé, vous allez recevoir un mail de notre part. Enfin, c'est généré directement par l'application, donc on n'a pas trop la main là-dessus, mais vous allez recevoir un message de bilan social, je crois que c'est toujours comme ça, vous disant que votre rapport social est unique est validé et que vous allez pouvoir le récupérer dans mes analyses. Effectivement, sur votre application, votre espace, vous irez dans Analyse et vous pourrez exporter le fichier des GCL de votre campagne. Et là, donc vous récupérez un document zippé qu'il vous faudra dézipper. Enfin, voilà, dans vos téléchargements, s'enregistrera un document zippé que vous dézipperez et vous aurez le mode opératoire pour retrouver la globalité de votre rapport social unique. Donc, c'est un fichier DGCL dans lequel vous injecterez un fichier TXT. Vous avez le mode opératoire. Là, ça parle peut-être chinois pour ceux qui… Donc là, vous aurez à réinjecter dans ce fichier Excel le document TXT qui vous est téléchargé au moment.
Et vous pourrez à suivre générer une synthèse de votre rapport. Souvent, à l'édition de cette synthèse, vous remarquez que vous avez fait une erreur sur votre… voilà, vous avez oublié des choses, vous avez fait des erreurs. Là, il vous faudra nous demander, vous ne pourrez pas faire la modification sur votre fichier Excel là, et régénérer une nouvelle synthèse. Parce que si tel était le cas, nous, on n'aurait pas toutes les modifications sur l'application. Donc là, la synthèse, elle est générée qu'une fois. Si vous voulez faire des modifications, il faut qu'on vous réouvre l'accès à l'application. Donc, c'est-à-dire qu'il faut nous adresser un petit mail sur la boîte rsu@cdg72.fr en disant merci de me déverrouiller. J'ai fait une erreur, je voudrais retourner sur mon bilan, mon rapport unique. Donc là, nous, on vous déverrouillera l'accès. Vous pourrez faire la correction apportée. Puis, comme vous aurez balayé votre synthèse, vous aurez peut-être plusieurs corrections. Vous nous retransmettrez pour validation votre rapport. Nous, on vous le validera de nouveau et vous pourrez de nouveau aller dans mes analyses pour récupérer le fichier des GCL et réinjecter votre TXT dans le fichier Excel pour générer votre synthèse. Laquelle synthèse vous permettra une présentation au comité technique si vous avez votre comité technique. À votre demande, on peut générer des synthèses complémentaires liées à l'absentéisme ou à l'égalité homme-femme, mais à votre demande uniquement, pour présentation plus affinée au niveau de votre comité technique. Voilà. Donc, petite précision du timing, je vous l'ai évoqué. Nous, on a ouvert donc le 7 juin jusqu'au 31 août pour votre saisie de votre rapport social unique. Pour nous le transmettre, vous voyez, de la transmission à la validation, nous, ça nous demande du travail. On est toutes les trois, on va, à travers une permanence téléphonique tous les matins, répondre à vos questionnements pendant votre saisie. Donc, tous les matins, vous pourrez avoir l'une de nous trois comme interlocutrice pour répondre à vos questionnements. Sinon, on pourra répondre sur la boîte mail qu'on vous a précisée, rsu@cdg72.fr. Et puis de tout ça, nous, il nous faudra quand même du temps pour valider, pour revisiter toutes les incohérences ou toutes les vérifications, parce qu'il y a des items qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas forcément en orange, mais pour lesquels il y a parfois des choses à renseigner, quoi. Je vous le disais pour la formation. Donc, si on voit qu'une commune de 100 agents n'a pas suivi de formation, c'est qu'on se dit qu'il y a eu un oubli, quoi. Pourtant, ça sera bleu dans l'indicateur formation. Mais bon. Donc, il nous faut un petit temps de validation. Donc, anticiper les choses aussi. Si vous avez un comité technique prévu avant le 30 septembre, envoyez-nous un petit message pour dire, là, notre comité technique, il est à telle date. Est-ce que vous pouvez vérifier avant en RSU ou on les passera peut-être en priorité aussi, sachant que nous, pour toutes les autres collectivités rattachées au comité technique du centre de gestion, on le passera le 28 septembre. Et après, on sera plus sur l'exploitation des données avec la production des données repères. Donc, que vous avez sur le bilan, là, j'ai mis copie d'écran des fiches repères 2019. Donc, elles sont en ligne sur notre page RSU du site internet CDG72 dans la rubrique gestion des ressources humaines, rubrique rapport social unique. Donc, vous avez les fiches repères de l'an dernier. Là, on ne pourra pas produire celle du RSU 2020 avant le dernier trimestre de l'année. Voilà. J'ai débordé de 11 minutes, je m'en excuse, mais voilà, des petites précisions. Alors, vous avez peut-être encore des questions.
à nous sur le chat. Sinon, J'ai vous une pouvez. Ouais. Ouais, excuse-moi, il y a une question. On nous demande s'il n'y a pas de prise, enfin s'il y a une prise en compte, enfin il n'y a pas de prise en compte des agents mis à disposition. Si. Alors que oui. Ouais, vous avez. Alors, c'est peut-être plus facile de le voir dans le volet consolidé, dans les mouvements, mais ou dans la situation individuelle de chacun des agents, quand vous avez dans la rubrique statut possibilité de mentionner que l'agent est mis à disposition de telle collectivité ou de aller, enfin voilà, ou agent détaché. C'est la situation. Y a-t-il une situation particulière connue de l'agent au cours de l'année 2020? C'est dans la question statut. Voilà. Bon, moi, j'ai pas de main levée de mon côté. Voilà, donc pour compléter ces questions un petit peu plus spécifiques sur la situation de vos agents, n'hésitez pas, hein, soit la boîte mail, soit permanence téléphonique tous les matins. Et puis, j'espère que ce webinaire, qui est le deuxième qu'on organise, aura été utile pour répondre à vos questionnements. Merci de nous laisser un petit avis. Enfin, je ne vais pas faire comme sur les tutos en libre sur YouTube, mais quand même, nous, c'est important de savoir si ça a été utile pour vous dans vos commentaires en partant là. Voilà, ou nous donner des propositions d'amélioration. Et puis, de toute façon, vous pourrez la retrouver, cette vidéo, sur notre site, donc à la page RSU. Et vous pourrez également retrouver le support PowerPoint plus light et un guide d'utilisation que nos collègues d'un autre CDG a produit et qui est plutôt bien fait. Donc, on ne va pas réinventer l'eau chaude non plus, hein. Enfin, donc là, c'est mutualisé. Donc, merci à vous d'avoir participé en espérant avoir répondu au maximum de vos questions. À bientôt. Au revoir.